Bon, salut Florian. Donc déjà, je suis super ravi de t'avoir aujourd'hui pour cette interview. Donc c'est un format de designer coffee chat. Donc c'est comme si on parlait en face à face et on peut se découvrir, on peut se poser des questions. Et le truc, c'est que je me suis dit, comment est-ce que je pourrais intituler ce coffee chat? C'est un peu le life, enfin la vie du créateur en studio. Parce que habituellement, Ouais, moi, quand j'ai commencé à faire mes études, ou même avant mes études, quand j'étudiais du business, j'ai toujours rêvé de travailler pour les grandes entreprises. Je me suis toujours dit que travailler pour une grande ouais. entreprise, c'était le signe du succès. Qu'en réalité, ils pouvaient tout à fait s'épanouir en créant leurs propres entreprises. Mmh. Et pour Ouais, commencer, je ouais, voulais te ouais. demander, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ton aventure? Comment est-ce que tu as atterri dans le design industriel? OK. Bon, déjà, merci beaucoup de m'inviter, de me donner la parole sur ces sujets-là. J'ai un parcours qui est un petit peu atypique par rapport à d'autres designers, c'est-à-dire que Ouais, j'ai pas fait d'école de design. d'accord. Et j'ai surtout été artisan dans les planches de surf pendant 10 ans, avant de découvrir en fait que le design industriel Euh, existait. donc, tu avais Donc c'est les mains dans le cambouis, on va dire. ouais, exactement, exactement. Et en fait, je pense que comme toi, j'ai toujours été assez fasciné par les grandes marques. Comment est-ce qu'elles pouvaient nous faire rêver, comment est-ce que ça nous ouvrait aussi. J'ai grandi à la campagne, comme beaucoup de designers, un peu loin des centres avec du dynamisme, avec pas vraiment des centres culturels. Et du coup, je rêvais de ces marques. Moi, c'était principalement une marque de surf et de skate. Et Ouais, du coup, je voyais, ça racontait toute une nouvelle histoire, en fait, une nouvelle vie potentielle qui paraissait hyper éloignée de moi, mais qui paraissait vachement plus enthousiasmante que ce qu'il y avait autour de moi. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait rêver, qui m'a donné beaucoup d'énergie. Et j'avais envie de participer. J'avais pas juste envie d'être un consommateur de ça. J'avais envie vraiment de participer, d'être acteur, de créer ça moi aussi. Et j'ai très vite commencé du coup à fabriquer des planches de surf. Donc dans mon garage, chez mes parents, quand j'étais jeune. Et ça m'a permis en fait d'accéder à cet univers du surf et de voyager et de sortir d'endroits, enfin de changer de l'endroit où j'habitais en France, de commencer à travailler pour différentes entreprises. Donc c'est ça qui m'a amené par ici en fait. C'est pas le design industriel à la base, d'accord. c'est l'industrie de planches de surf. D'accord. En fait, être donc shaper, glasser, c'était un peu ce que je faisais dans cette industrie. Donc j'étais indépendant, donc je bossais en France beaucoup sur toute la partie été, mi-saison, et après en hiver, la tradition c'est de partir voyager, d'aller en Indo, d'aller en Australie, d'aller à Ouais. Hawaï et compagnie, et du coup de bosser un petit peu là-bas. Et donc ça, j'ai fait ça pendant presque 10 ans. C'était hyper intéressant. J'avais commencé en amenant des projets d'innovation. En fait, on a fait les premières planches de surf en lin, des choses comme ça. Et en fait, c'est un peu un statut d'être shaper glaceur dans le milieu des planches de surf. Mais en même temps, c'est un statut très conservateur où on est là un peu, on est garant de la culture. On apprend un peu des grands maîtres, ceux qui savent. Ouais. Mais tout ce qui vient des grandes entreprises, pour le coup, tout ce qui vient des grandes entreprises, qui vient d'Asie, qui vient vraiment, qui a une connotation business, c'est vu vraiment comme le mal, quoi. C'est vraiment Ah ouais? rejeté, quoi. Et tous les projets innovants sont relativement rejetés, quoi. On ne jure que par le traditionnel. Et du D'accord. coup, moi, ça, au bout d'un moment, j'ai envoyé les limites et j'ai décidé d'aller voir du côté de l'industrie ce qui se passait. Parce que ça me paraissait tout contraire assez intéressant. Et c'est en bossant un petit peu, j'ai donc repris un peu les études. J'ai fait des études en art plastique avant. Ouais. Et j'ai repris, et en matériaux. Et j'ai repris un petit peu les études côté matériaux et j'ai rencontré du coup un designer industriel Ouais. qui s'appelle Jean-Louis Ratsuki, qui est basé ici dans le sud-ouest. Et du coup, j'ai découvert en fait ce métier, j'avais 27 ans. D'accord. Et j'ai découvert ce métier en me disant, mais en fait, c'est parfait, c'est génial, c'est créatif, c'est technique. C'est en lien avec toutes les marques et compagnie. Et c'est vraiment ces personnes-là qui créent les histoires dont les gens rêvent derrière. Et qui créent les objets dont les gens rêvent derrière. Et voilà, c'est ce qui m'a amené là. Et donc après, j'avais fait beaucoup de projets entrepreneuriaux Ouais. et j'avais envie de relancer une entreprise. Et donc j'ai décidé de lancer l'agence Outercraft à Ouais. l'époque pour faire ce qui était un peu mes compétences, donc genre de design industriel, prototypage vu que j'étais artisan à la base et conception mécanique, ingénierie. Et Donc, donc j'ai eu ouais, vas-y. ouais, Donc à 27 ans, j'ai eu tu as du coup vraiment découvert un peu la croisée de chemin de plusieurs choses à la fois qui faisait que tu sentais que c'était exactement. ta voie en fait, le design produit. Parce que tu as fait des études Ouais. Sauf d'art. que j'avais pas la brique design produit, du coup j'avais agrégé les matériaux, les arts Ouais, c'est ça. plastiques, le côté craft, le côté marque, avec en lançant mes marques, j'ai eu des marques de skate, des marques de surf qui n'avaient pas été des grands succès commerciaux, mais j'ai énormément appris de tout ça.
Ouais, 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 ouais. Et du coup, en fait, je tournais un petit peu autour du sujet, alors que le sujet était là au milieu, mais je Ouais, n'avais c'est pas eu ça le l'occasion truc. de croiser le chemin du design produit. C'est un peu comme s'il y avait le noyau quelque part et qui a permis, qui arrive plus tard quand tu avais 27 ans et qui a agrégé tout ça Ouais, et qui a donné du sens à tout ce que tu as pu acquérir et engranger c'est avant, ça. quoi. Et c'est intéressant parce que Ouais, c'est un peu comme si tu testais plein de choses jusqu'au jour, bon, c'est ça. la vie a fait que peut-être la loi de l'attraction a fait que tu as rencontré donc ce monsieur designer. Ouais, à force de tourner autour de quelque chose, tu finis par le croiser, quoi. Voilà. C'est vraiment l'idée. C'était ton mentor. Comment est-ce que ça s'est passé justement pour que tu apprennes le design Non, et produit? on a fait un projet. Je bossais un peu donc dans un labo de R&D en matériaux composites et il était venu avec son équipe pour un projet sur lequel il souhaitait prototyper Oui. en fibre naturelle. Et du coup, c'était moi qui m'étais occupé de ça et donc j'avais découvert ça. Donc après, non, ça a été alors. Du coup, j'ai lancé l'agence et ça a été vraiment un apprentissage sur le tas, quoi. Donc, on a appris beaucoup de nos erreurs. Du coup, j'y parce que c'était avec toute l'équipe de l'agence. Et du coup, on a commencé sur des projets. On a très tôt eu la chance de travailler avec Decathlon Oui. sur des projets, du coup, planche de surf dans un premier temps, mais ensuite plein d'autres projets différents. Et en fait, la méthode de Decathlon qui est très axée, faire des panels utilisateurs, faire Oui. des prototypes, tester ces prototypes et ensuite améliorer comme ça jusqu'à amener un produit sur le marché, ce qui est vraiment une méthode qui colle vraiment très très bien à l'innovation. Oui. Ça m'a beaucoup inspiré. Et j'ai construit vraiment la méthode de l'agence autour de cette méthode Decathlon que ensuite j'ai fait évoluer en y ajoutant vraiment tous les côtés culturels et émotionnels pour vraiment réussir à comprendre une audience et à comprendre. En fait, je fais un petit pas en arrière, mais l'idée principalement du design industriel, c'est que aujourd'hui, on pourrait se dire on n'a plus besoin d'objets parce qu'il y a énormément déjà d'objets partout dans le monde pour tous les usages et on a déjà un confort Oui. qui est très évolué. Mais en fait, on a toujours besoin d'objets parce que les objets, c'est vraiment la valeur statutaire de l'objet, pour moi, qui a plus de valeur qui est plus importante que la valeur expérientielle. C'est-à-dire qu'on peut faire des super user experiences. Mais vraiment comprendre la valeur statutaire, c'est-à-dire comment, mais c'est facile avec les vêtements ou les voitures, typiquement, comment, si je roule dans telle voiture, ça racontera telle histoire de moi, et si je porte telle marque de vêtements, Oui. ça raconte telle histoire. Et les objets qu'on a et qu'on n'a pas, ils nous servent en fait à nous expliquer. Tu vois, c'est la première fois qu'on se parle, en fonction de plusieurs codes, on va vite réussir à comprendre un peu des cercles de valeurs et des choses comme ça. Et du coup, si on comprend que les objets servent beaucoup à raconter ça, du coup, on peut aussi se concentrer sur cette partie émotionnelle, culturelle, Oui. et comment est-ce que des groupes de population avec des valeurs partagées vont graviter autour d'une certaine typologie d'objets, et comment d'autres groupes vont avoir besoin d'objets différents pour se différencier. Et donc, si dans le design industriel, on prend ça en considération, du coup, on réussit vraiment à travailler vraiment la valeur de l'objet. Et c'est là où on Ouais. sort du fait de se battre sur le prix ou des choses comme ça, on arrive avec des choses comme Mais ce qui est génial, des c'est valeurs plus que importantes. en pensant comme ça, moi je me dis que c'est que ça ouvre la boîte de Pandore en fait. C'est que par exemple, Ouais, 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 tu as un seul produit, je sais pas, une voiture par exemple, ou c'est un mode de déplacement. On dit que c'est ouais, une voiture, mais ça peut être tellement d'autres choses. C'est que comme tu dis, il y a plusieurs ouais, niches différentes, ou des tribus différentes, ou des typologies de gens différents, ou des ouais. personnalités différentes. J'aime bien le terme de tribu, Ben, ouais. ouais, des tribus. Et du coup, ils vont peut-être avoir un moyen de locomotion qui est totalement différent d'un autre, juste parce qu'ils veulent se sentir différemment. Je sais pas, même ne serait-ce qu'une Harley Davidson et une moto électrique lambda, Ouais, ça a rien à voir. C'est aussi les sensations qu'on a quand on l'utilise, etc. Et dès qu'on part du principe qu'il y a des ouais. nouveaux utilisateurs tout le temps, parce que justement les gens évoluent, moi par exemple, je ne suis pas la même personne que quand j'avais 20 ans ou 15 ans. Donc même au sein Mhm. d'une même personne, dans la même vie, même produit peut avoir justement des significations différentes et évoluer. C'est vraiment des possibilités totalement infinies. Et c'est là que c'est Ouais. intéressant, c'est Et que typiquement, tu dis dans la même vie, moi, le fait d'avoir été artisan pendant un temps, ensuite d'être allé dans l'industrie et ensuite d'avoir créé Outercraft et du coup Outercraft à l'agence que j'ai fermée en fin d'année dernière. Et du coup de poursuivre sur Florian G Design Studio, c'est des changements aussi de milieux sociaux à chaque fois oui. au sein de ma vie et du coup je vois vraiment aussi les différences d'état d'esprit, de code et compagnie et comment est-ce que on est obligé de comprendre ça de notre cible de clientèle entre guillemets, de l'audience du projet sur lequel on travaille pour pouvoir y amener la bonne réponse. Sinon en fait on essaie de pousser ce que nous on aime à des personnes qui ont des codes différents. Mmh, mmh, mmh. Il y a ce sujet aussi de justement le fait d'être designer.
il y a un peu deux Ouais. grandes écoles, j'ai envie de dire. Enfin, justement, la comparaison entre les designers célèbres qui ont leur style et les clients vont les chercher Ouais. pour leur style, ou à l'opposé, des designers produits qui, justement, sont capables de faire preuve d'empathie et créer pour d'autres Mhm. personnes, en fait, qui essaient de comprendre leurs besoins et essayer de se mettre à leur place. Et peut-être même réussir à mieux comprendre ce qu'ils ont besoin alors qu'eux-mêmes n'ont même pas mis des mots dessus, puisque le produit n'existe même pas encore. Ouais, en fait, j'étais au Mexique là en début d'année, faire un gros événement avec l'industrie créative, beaucoup issu du motion design et du design graphique. Ouais. Et du coup, ouais, j'avais une grosse question autour de ce statut artiste versus designer et compagnie. Et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Tala Schosberg, qui est artiste du coup. Et on réfléchissait à cette notion du coup de s'adapter tout le temps à différentes audiences ou avoir un style arrêté. En fait, pour moi, les deux écoles, c'est soit, en effet, tu décides que tu vas pas parler à toujours la même cible de personnes. Mais par contre, tu vas essayer de comprendre à chaque fois une nouvelle cible dans l'intérêt de l'entreprise. Et du coup, tu vas adapter le style que tu as en face. Au contraire, tu peux décider de très très bien parler à une audience. Et ce sera ton audience. Et dans ce cas-là, c'est là où tu arrives plutôt sur le design d'auteur. Le design d'auteur ne va Mmh. pas parler à tout le monde. Il y a des gens qui vont être fans et d'autres qui vont pas aimer, mais toi, tu restes sur cette audience et tu Oui. décides d'approfondir jusqu'à vraiment très très bien connecter avec cette audience et très très bien lui parler. Justement, dans quelle case tu te sens plus épanoui? Dans laquelle est-ce que tu te situerais? Alors du coup, j'ai été beaucoup dans la deuxième case, c'est-à-dire à chaque fois se réadapter à une audience différente, ce qui était vraiment le parti pris à 100% de l'agence. C'est-à-dire qu'à chaque entreprise vient et on faisait des panels utilisateurs à chaque fois. Oui. Ça, c'est quelque chose que je continue de faire. Et comme ça, on découvre vraiment à qui on doit parler, quelles sont les valeurs de ces personnes, qu'est-ce qui les touche et comment est-ce qu'on va pouvoir amener quelque chose qui ait de la valeur à leurs yeux. Est-ce Et que donc j'ai beaucoup fait ça. Gros travail d'empathie et tout, extrêmement intéressant parce que ouais. c'est à chaque entreprise, chaque audience, à chaque fois des gens complètement différents. On apprend et c'est vraiment génial. Mais j'ai envie d'aller explorer aussi cet autre côté, se dire ok, si je choisis une audience et que j'approfondis là-dedans, Ouais. où est-ce que ça va m'amener? Donc ça, c'est vraiment un travail qui est sur le tout début aujourd'hui et que je veux commencer à mener. Parce que ce qui est génial dans le fait de travailler dans plusieurs projets différents, c'est un peu comme si tu regardais plein de films différents. Tu sais, c'est un peu comme si tu étais sur Ouais. Netflix et tu vas aller essayer des films que tu connaissais pas du tout, enfin que tu n'as pas l'habitude de voir. Bon, allez, je tente ma chance, j'essaye, et puis tu peux être ébloui, justement, ou pas. ou pas. Mais Clairement. c'est peut-être là comment dire, le suspense que tu peux avoir avant de commencer un projet, parce que tu sais pas. Parce que c'est ça l'idée, c'est que quand tu es designer aussi, quand tu commences le projet, tu sais pas comment il va finir. C'est que tu Mhm. connais même pas le Ouais, exactement. brief, le client, tu n'es peut-être pas encore assez familier avec lui au départ, tu apprends au fur et à mesure. Et le fait aussi Mhm. d'avoir plein de projets différents, je pense que tu acquéris de l'expérience, et c'est peut-être ce que tu fais maintenant, c'est que tu veux Ouais. peut-être réussir à trouver une signature, peut-être grâce à justement toutes les expériences que tu as pu avoir. Et c'est un peu comme quand tu apprends à dessiner, tu essayes plein de styles différents, tu copies plein de gens différents, tu essayes plein de Mhm. choses. Ouais. Puis au final, tu fais ton propre mélange et puis tu as ton propre style. Et c'est peut-être ce que tu essaies de faire avec ton entreprise maintenant. Peut-être trouver aussi ton propre Ouais, je style. pense qu'il y a une partie de ça. Et je pense qu'en effet, comme tu dis, c'est vraiment la manière d'apprendre, c'est de devoir s'adapter, d'être forcé à s'adapter à différents univers à chaque fois. Et il y en a sur lesquels ce sera plus ou moins facile. Euh, mais ouais, il y a vraiment quelque chose de ça. Il y a ce côté aussi en agence. Du coup, ça peut servir aussi à des gens qui développent sur leur parcours. En agence, on va toujours arriver dans des entreprises où idéalement, il y a déjà des gens qui sont là et qui font du design industriel. Et on va venir en fait en support de ces personnes-là parce que ces personnes vont être hyper expertes de leur domaine, largement plus que nous. C'est-à-dire qu'elles connaissent parfaitement leur marché, elles sont entraînées et compagnie. Mais en fait, au bout d'un moment, quand on sert toujours le même sujet, on finit par tourner un petit peu en rond et c'est dur de trouver de l'innovation et d'amener quelque chose de vraiment frais et D'accord. différent. Et c'est là où les entreprises vont venir chercher une agence. En tout cas, nous, c'était notre cas, quoi. On est un peu les éternels touristes, c'est-à-dire qu'on Ah, ok. arrive, on est toujours moins experts que nos clients, mais par contre, on a un point de vue qui est nourri de tous les différents secteurs dans lesquels on est allé. Et du coup, on va vraiment amener des nouveaux points de vue, un œil extérieur. Et on va pouvoir faire du transfert de pratique de ce qui se fait bien, dans ce qu'on a appris dans l'équitation, l'amener dans l'industrie Ouais. ou des choses comme ça, quoi. Vraiment faire des grands écarts. C'est Virgil Abloh qui théorisait pas mal ce côté touriste versus puriste. Ouais. Et vraiment, ce côté de réussir à faire du travail qui va parler à des gens qui n'ont pas forcément toute la culture, mais qui vont connecter d'un point de vue émotionnel très rapidement, mais également qui a un travail qui a une profondeur suffisante.
que des gens hyper experts, ils voient vraiment l'intérêt. C'est ça qui est beau aussi, c'est de faire les parallèles et des liens. En fait, c'est que le film de Ratatouille avec Pixar. Ouais, Tu vois, il prend un fromage et une fraise. Tu vois, bon, les deux sont délicieux, tu vois, mais quand il met les deux en même temps dans sa bouche, ouais, et il y a un feu d'artifice. Et je pense que dans le design, à chaque fois, quand tu mets deux idées qui n'ont peut-être rien à voir ensemble, et ouais, tu les mets ensemble, mais il y a ouais, une sorte de bonheur. Tu me dis, c'est génial comme idée. C'est comme si c'était quelque chose de totalement nouveau, alors que les deux aliments sont des choses basiques. Et tu mets quelque chose ouais, qui a tout c'est à ça. fait du sens, quoi. Et en fait, la nouveauté, ça va toujours être ça. Ça va être en effet assembler des choses qui n'ont pas été assemblées avant et s'arranger pour qu'elles fonctionnent bien ensemble, quoi. Mhm. Si on fait juste une mood board avec l'univers de notre client et qu'on essaie de faire fitter un truc dedans, ben notre projet, il sera au bon niveau, mais il va glisser et il risque de passer un petit peu inaperçu, quoi. C'est pas un projet que les gens vont remarquer. Mais par contre, si on prend cet univers-là et qu'on y rajoute quelque chose de plus personnel et qu'on réussit à faire une nouvelle association, Mhm. c'est là où du coup on va réussir à sortir du lot, quoi. Quand on bossait sur Dab Motors, du coup, avec l'équipe, Mhm. l'idée c'était vraiment de ne pas refaire une moto. Travailler vraiment avec Simon Dabadi, donc le fondateur de Dab Motors, Mhm. sur le repositionnement stratégique, le branding et ensuite le produit. Et donc on avait utilisé cette méthode un peu issue de Decathlon. On a fait nos panels utilisateurs et compagnie pour comprendre vraiment qui étaient ces personnes et voir le monde à travers leurs yeux. Mhm. On a fait plusieurs concepts à chaque fois pour voir qu'est-ce qui prenait vraiment. Et l'idée, c'était surtout pas de redessiner une moto en électrique, mais c'était de réussir à créer un nouveau langage design qui colle à cette nouvelle approche de la mobilité qui était la moto électrique, quoi. Du coup, c'est là où le parti pris était de mixer des inspirations plutôt de l'automobile, des consumer goods électroniques et compagnie qui du coup se rattachaient avec ce storytelling électrique et qui touchaient notre type de clientèle parce qu'on avait défini que cette type de clientèle avait une vraie appétence pour les produits tech et compagnie. Ouais. Langage design qu'on ne retrouvait pas dans la moto à l'époque. L'électrique, mine de rien, ça existe depuis belle lurette, depuis très très Ouais, longtemps. ouais. Mais ça devient justement quelque chose de récent parce qu'on en parle beaucoup par rapport à l'écologie. Je me souviens que Ouais, je pense que dans la voiture, ça. ça a pris beaucoup de temps parce que psychologiquement, pour les consommateurs, n'étaient pas prêts à passer à l'électrique parce que c'était pas cool. Aussi bête que ça, en fait. Ouais, C'est exactement. même pas Ouais, parce que exactement. le fait de dire aux gens, oui, c'est bien pour l'environnement, ça ne suffit pas. Et ce que je comprends tout à fait, Ça, hein, c'est sûr. c'est pas un jugement. C'est juste que, Mm. justement, il faut arriver peut-être à trouver l'innovation au bon moment. Et si on veut être justement précurseur dans un domaine, réussir à trouver le bon moyen de présenter les choses pour que la cible justement puisse l'accueillir les bras ouverts, quoi. On ne peut pas forcer une innovation. Ouais. Faut Que trouver ce quelque soit à la chose. fois familier et surprenant, quoi. Ouais. Que ce soit familier et nouveau. Ça, c'est vraiment sur quoi il faut réussir à naviguer. Et ensuite, on peut pas forcer, comme tu dis, on peut pas forcer une innovation. Il faut aussi que ça corresponde à l'ère du temps et qu'on s'inscrive Ouais. dans la grande histoire un peu de l'évolution, quoi, au bon moment. C'est un peu comme on peut expliquer aux enfants c'est bien de manger des légumes, ça marchera pas. Faut trouver des moyens justement enfin, qu'est-ce qui lui fera plaisir justement à trouver à manger des légumes, que ce soit ludique, que ce soit quelque chose qui lui ressemble en fait, qui se parle à ses codes en fait. Et c'est des choses qui font Ouais, il exactement. voudra en manger et qui sera jamais forcé et puis ce sera bien pour lui en plus, quoi. Que ça participe à son identité, quoi, qui Oui, s'identifie comme quelqu'un qui est ceci et qui va du coup manger des légumes. oui, voilà. Et si on arrive à faire des légumes friandises, pourquoi pas, on sait jamais. Là, je me souviens, enfin, c'est un Ouais, sujet un peu à part, mais il y a une petite fille aux États-Unis, elle a créé un business, c'est des sucettes qui sont bonnes pour les dents. En fait, c'est un peu, au lieu de se ok. brosser les dents, bah, Ouais, c'est une sucette qui fait il y a peut-être du fluor ou des choses comme ça. Et ça a été un carton. Les ouais, parents ont acheté ça à leurs enfants. Et les enfants, bah, c'est une sucette. Du coup, ils adoraient ça. Le goût, il ouais. était là, c'est ludique, c'est un bonbon, et c'est bon pour les dents. Bon, bah, parfait. On a assemblé C'est un peu tous les éléments. le cheval de Troie, quoi. Ah, le cheval de Troie. Ouais, ouais, c'est ça. On peut On a voir ça beaucoup comme ça. travaillé sur cette notion de cheval de Troie. On a fait, avec Aircraft, on faisait également du design de marque, branding, et du coup, on avait bossé pour une boîte qui avait un gros engagement écologique sur ses vêtements, qui s'appelle Opal. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était très bien. En fait, il y avait cet engagement écologique, mais ça ne pouvait pas justifier le surcoût de prix que représentait de fabriquer leurs vêtements dans ces conditions-là. Et du D'accord. coup, l'objectif, c'était vraiment de réussir à créer cette enveloppe en fait qui leur parle de manière émotionnelle et qui permette à leur engagement écologique d'arriver jusqu'au marché et que les gens y voient la valeur. Mais c'est vraiment créer autre chose avec les codes culturels et les codes émotionnels de cette cible-là Hmm. qui les inspire en fait. Ouais. Et c'est un peu ce cheval de Troie, quoi. Tu veux faire passer ça qui est ton engagement, mais il faut aussi le mettre dans l'enveloppe de quelque chose qui va donner aux gens envie de l'accueillir les bras ouverts. Oui, voilà. Et
Et je trouve ça intéressant aussi les gens qui sont vraiment niches, c'est que parfois en fait c'est la porte d'entrée pour une ouverture, pour que ce produit soit dispersé pour le monde entier en fait. Je sais pas par exemple, Ouais. on parle parfois d'Apple quand eux ils ont commencé à l'époque avec le MP3, c'était des gens un peu geeks mais qui voulaient avoir de la musique, enfin pour Ouais. les aficionados de musique. Et ensuite ça s'est dispersé au Ouais. monde entier. Je peux te partager juste une slide à ce sujet-là. C'est Oui, un sujet, l'acceptation et l'innovation, qui est un sujet qui me tient pas mal à cœur, sur lequel j'ai beaucoup bossé. ouais. Attends, donne-moi une petite seconde que j'ouvre un doc. Voilà, la ville d'où je viens, ça s'appelle Troyes. C'est marrant. Ah oui, Enfin bon. c'est pas un hasard. Je savais que Ouais, c'est pour ça que tu es devenu designer. ouais, peut-être. Mais c'est intéressant de parler de design avec des concepts. Justement, le concept de cheval de Troie. Et tu sais, ça permet de penser à des stratégies. Et Ouais, je il y trouve a un ça moment, vachement c'est pas que de intéressant. l'éducation, enfin, pas- c'est pas que de l'exé. Il y a vraiment toute une partie de stratégie. En fait, Mhm. on doit être là pour aider les entreprises à atteindre des objectifs aussi Mhm. et à construire leur avenir. Pas juste dessiner des belles choses, quoi. Oui. Tac. Alors, je l'ai. Est-ce que là, Hmm. tu vois mon écran en entier ou pas? Ouais. Est-ce que Understanding là, tu le vois Innovation. toujours? Oui. Voilà, très bien. Voilà. Bon, écoute, on va faire comme ça. En fait, ça, c'est la courbe d'acceptation de l'innovation de Ed Rogers. Je ne sais pas si tu connais un peu cette théorie-là. Ah, je pense qu'il y a les early Euh, adopters. ouais, le early adopter, c'est quand même une notion Ah, tiens. qui est très connue. Grosso modo, Oui. c'est si tu amènes quelque chose d'innovant, l'axe des X, c'est le temps, normalement. Tu vas d'abord toucher D'accord. une très petite catégorie de population, Mhm. puis ensuite un marché plus grand, puis ensuite un marché encore plus grand, et puis après, ça passe tranquillement aux oubliettes. L'idée, c'est que, en fait, quand on veut innover, donc on parle d'un produit innovant pour une entreprise, on va devoir réussir à se caler dans une de ces catégories. La première catégorie, c'est les innovators. Donc, c'est vraiment Oui. les gens qui vont se définir par le fait d'avoir des choses très, très radicales par rapport à la majorité. Ils veulent surtout pas être confondus avec les gens de la majorité, donc early majority, late majority. Donc, ça va être les premiers à avoir utilisé des Segway, des trucs comme ça. Mhm. Enfin, c'est vraiment pour des aliens. Ou ceux qui sont à fond des tendances ultra radicales de fashion et compagnie. C'est vraiment les gens Mhm. qui vont être à l'aise et qui vont définir leur personnalité en passant pour des aliens vis-à-vis Oui. de la majorité. Mais par contre, ces gens-là vont inspirer la frange d'après, qui sont les early adopters, qui sont Mhm. là des gens qui vont... On peut l'être... on n'est pas obligé d'être que un early adopter. Moi, typiquement, je suis un early adopter pour les chaussures. Oui. Et je suis un late majority pour le skate, par exemple. D'accord. Et du coup, les early adopters, eux, vont avoir envie de montrer à la majorité qui est derrière qu'ils ont un temps d'avance. Mais du coup, ils veulent quand même que les innovations, les produits qu'ils vont acquérir soient safe d'un point de vue, c'est sûr que c'est le futur, c'est sûr que ça va Oui. être la tendance et qu'ils ont juste un coup d'avance. C'est pas trop risqué. Ceux d'avant sont partants sur des risques et des choses qui ne sont jamais dans le mainstream. Et D'accord. après, du coup, on va avoir la early majority, donc le marché mature pour des innovations. Et c'est là où les entreprises font vraiment de l'argent. Et D'accord. après, on va avoir le late majority, donc ça va être des gens qui vont prendre quand ils n'ont plus trop le choix, et les sceptiques, c'est vraiment les derniers à adopter quelque chose, il faut vraiment qu'ils aient plus le choix du tout. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que si tu veux amener quelque chose de nouveau, en fait, si une entreprise veut déjà faire de l'argent avec cette innovation, elle va devoir aller taper le côté early majority, et en fait, elle va pas m'amener quelque chose qui sort de nulle part, parce que il faut que que ça ait déjà passé les étapes d'avant. Donc, du coup, elle va aller puiser son inspiration dans ce qui se fait pour les early adopters. D'accord. Et elle va faire des compromis, c'est-à-dire le simplifier ou le rendre plus acceptable facilement par pas mal de monde Oui. pour rentrer dans cette catégorie de early majority. Bon, après, je peux faire une conférence entière sur ce sujet-là, mais je pense que c'est important de comprendre que si on veut vraiment du radicalement nouveau, on sera toujours dans les innovators et ça va pas, c'est pas des choses qui génèrent de l'argent. Par Oui. contre, si on veut commencer à tester des innovations un petit peu engagées, mais ont le potentiel à devenir vraiment la tendance, ça va être les early adopters, ça va être vraiment cette partie early adopter et, et ainsi de suite, quoi. Si tu prends par exemple Oui. Nike, eux, ils ont pour les innovators, ils vont avoir des labels ultra niches comme ISPA. Pour les early adopters, ils vont avoir tout ce qui est produit un petit peu en plus grande quantité, les Space Hippie et compagnie, mais que la majorité des gens ne connaissent pas en fait. Et ensuite, pour le early majority, on va avoir tous les grands classiques, les Air Force One, les Air Jordan et tout. Tu sais que tu es à la mode quant à ça. Mm. Et ensuite, late majority, ça va être celle que tu vas trouver chez, euh, chez Decathlon, chez Intersport et compagnie. Et pour les sceptiques, ils iront au souk à Marrakech parce qu'ils considèrent que Nike, c'est des voleurs, quoi.
Ah, Donc eux, ils réussissent à adresser tout le monde. Mais si tu prends par exemple Apple, eux, ils sont sur le côté early majority d'accord. à fond. Parce que c'est safe d'avoir un Mac et d'avoir un iPhone et compagnie. Et ils vont regarder ce qui se fait du côté early adopter au niveau des technos et compagnie. Mais c'est pas eux qui vont amener quelque chose de radicalement nouveau. Ils vont laisser d'autres marques faire le innovator early adopter. Eux, leur force, c'est être capable de transformer un truc pour le rendre vraiment, vraiment agréable pour cette majorité. Mais ce qui est drôle, Et en c'est faire que, un dis-moi si je me symbole trompe, de statut. mais est-ce que Apple, dans la vision justement du marché mature, ils pensent que Apple, ce sont des innovateurs, alors qu'en fait, ils sont dans les early adopters. Ouais. C'est là aussi un peu. Ouais, même pas, ils sont dans les early majority en Ouais. réalité. Early adopter, il n'y a pas énormément de monde. Aujourd'hui, early adopter, on a peut-être Nothing Phone. Ouais. Tu vois, Nothing, Tu peux les customiser, là, c'est ça des gens qui veulent sortir un peu, montrer qu'ils ont un truc un peu différent, on va plutôt être là-dessus. Ouais. Mais ils ont été dans la catégorie early adopter, ils ont avancé. Parce qu'Apple, sur ce maintenant, process-là. c'est une institution, c'est plus la petite entreprise rebelle qui sort du garage. Hein, Exactement. ça a rien à Et voir. les institutions, elles peuvent être que sur cette partie de majorité, sinon c'est pas viable pour un projet, pour un produit. Mais est-ce que justement une entreprise pourrait... Moi, ce que je me suis toujours demandé, est-ce qu'ils ne peuvent pas allouer une sorte de budget pour être dans les innovateurs ou quoi que ce soit? Parce que... Si, carrément, typiquement ce que fait Nike. D'accord. Eux, ils ont des petits départements pour chaque, mais les gens ne connaissent pas ISPA. La early majority ne connaît pas ISPA. C'est beaucoup trop niche. D'accord. C'est vraiment un truc que seuls les early adopters et les innovators connaissent. C'est ça la magie aussi du monde dans lequel on vit. C'est qu'on peut tellement segmenter les communications qu'on peut. C'est pas une prise de risque en fait d'avoir un genre de petits, de petits départements pour les innovateurs et compagnie. Beaucoup de marques qui vont faire des collaborations par exemple avec des innovateurs pour être présents pour ces personnes-là. Quoi. Et les collaborations, justement, ça permet... Mon ordinateur, oui. excuse-moi. Pas de souci. Les collaborations, en fait, ce qui est cool, c'est que ça permet justement d'avoir une forme de légitimité à essayer quelque chose de nouveau. Et ça ne permettra pas de se mettre à dos ceux qui suivent déjà la marque. Ils disent « Ah, c'est bon, c'est une collaboration. » Il permet son petit écart, on va laisser s'amuser. Et puis si ça c'est ça. Et puis si c'est pas bien perçu, c'est la faute de l'autre personne dans la collaboration. Ce qui est un truc assez win-win dans les deux sens. C'est parfait, ça permet de faire des tests. Hein. Voilà. Ça permet un peu de se découvrir. C'est un peu, on va chercher des nouveaux copains et puis on va voir comment ça se passe. Nouvelles expériences. Et on essaie des choses. On essaie des choses. Tant mieux, en fait. Les collaborations, en fait, c'est génial. Après, c'est absolument génial. Ouais. Et après, il se passe des choses. Je suis avec les histoires de Kanye West, il y a eu plein de dramas. Mais après, quelque part, tant mieux, le drama, ça fait parler. Mais bon. Ouais, clairement. Et puis voilà, c'est la collaboration avec Kanye West, donc c'est sa responsabilité d'une certaine manière. Adidas s'en dépose facilement. Je me souvenais d'un. Mais ça, je pense que c'est inspirant pour beaucoup de marques qui veulent innover. On peut pas tout faire, je veux dire, surtout, tout le monde n'est pas Nike, Apple, quoi. Et à un moment, il faut aussi pouvoir jouer dans sa cour, prendre son segment et ensuite voir comment est-ce qu'on garde ce temps d'avance. Mais c'est bien d'essayer des nouveaux trucs. Je me souviens, il y avait une marque, bon, ça fait longtemps, hein, je sais plus c'était quoi, c'était French Connection. Et un jour, ils ont lancé un suite, c'est marqué F-Cuck. Et du coup, ça jouait sur. C'est un jeu de mots. Et du coup, ce suite a tellement marché, ils en ont fait une marque, enfin une sous-marque, quoi. C'est là où est-ce qu'ils lancent des nouveaux trucs et puis ils se rendent compte, ah tiens, on touche quelque chose. Et puis du coup, ça grandit. Et c'est génial parce que c'est pas prévu à l'avance. Le fait de rebondir sur les choses. Cette volonté de faire des essais. Et je pense que dans le design industriel, c'est quelque chose qui peut se perdre assez facilement parce que avec la lourdeur des process, des investissements et compagnie, quand on dessine un produit, il doit être pérenne sur super longtemps. C'est quand même, il y a une grosse pression en fait sur le designer industriel. Ouais. Et je pense que cette fraîcheur et cette volonté de tester et de continuer de prendre des risques, elle est importante à garder. Il faut y trouver le contexte dans les entreprises, mais c'est vraiment quelque chose d'important. C'est une question de culture. Est-ce que tu penses que plus l'entreprise est grosse, plus elle a tendance à perdre cette fraîcheur? Non, je pense pas. Je pense qu'on a eu ça dans les boîtes avec lesquelles on a collaboré, des grosses comme des petites, quoi. C'est non, je pense que c'est une histoire de leadership de personnes. Ouais, c'est assez de personnes, je pense. C'est vraiment. Mais c'est pas facile parce qu'une fois isolé dans un environnement industriel aussi, le profil créatif peut aussi se fatiguer ou perdre un peu la flamme, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est là où tout ce que tu fais qui fédère les créatifs du design industriel est hyper important. Parce que ça permet de mettre les gens en lien et de garder cette communauté créative vivante et de générer de la motivation un peu. Il y a le côté awareness, c'est de savoir ce qui se passe autour en fait. Parce que
mine de rien, il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas. Moi, par exemple, je suis la première personne qui a créé, enfin que moi je connaisse là aujourd'hui, qui crée son studio. D'habitude, je rencontre des gens qui sont employés dans des entreprises, qui sont designers, Ok, etc. ouais, Donc c'est pour ça, moi, ça me permet d'apprendre beaucoup de choses en discutant avec toi. ouais, Et ce que j'espère ouais. justement, d'autres gens pourront apprendre là-dessus, c'est se dire, ah tiens, pourquoi pas avoir le déclic. Ah, je connaissais pas ce scénario de vie. Et Ouais, eux pourront ouais, peut-être créer carrément. leur prochain studio. Moi, carrément. Je pense que l'idée, c'est de faire un maximum d'expérience. Parce que c'est ça qui fait grandir. Et voilà. Après, clairement, avoir son studio, c'est pas facile tous les jours. Ouais. C'est un choix challengeant. Mais je pense que soit ça correspond à ta personnalité, soit pas, quoi. Moi, dans tous les cas, c'était ma personnalité. D'habitude, les jeunes, en fait, ils connaissent pas encore bien leur personnalité quand ils commencent, même s'ils sont Ouais. encore frais aussi Et au surtout, niveau il du faut design faire des produit. expériences pour se connaître. Voilà. Et, Ouais. et du coup, Ah ouais, je pense qu'il faut faire des tu expériences. leur conseillerais de travailler dans des boîtes d'abord et ensuite voir si l'entrepreneuriat, si créer une boîte, ça leur conviendrait. Tu, Moi, je pense que ouais, plus ils font d'expérience, mieux c'est. Après, s'ils se sentent, en fait, ce qui les attire le plus à un instant T, c'est de lancer leur studio ou d'aller en freelance, ce qui est assez différent entre lancer un studio avec une équipe et travailler en freelance. C'est vraiment différent. Je pense qu'il faut qu'ils suivent vraiment ce qui les attire le plus. Après, il faut pas le faire par défaut, de type, j'ai pas trouvé de boulot dans une grande boîte, ou je veux Ah, je pas comprends. partir trop loin, ou trop voyager, quelque chose comme ça, du coup, je vais me mettre en freelance. Ça, pour le coup, ça, c'est vraiment un choix par défaut. Et ça risque de s'écarter plutôt de ce qui les inspire et ce qui les a amenés au design produit. Donc ça, c'est vraiment important. D'accord. Mais après, en dehors de ça, je pense qu'il faut, ouais, si ça a quelque chose qui les intéresse, mais il y a le côté craft. Si l'objectif c'est uniquement c'est dans un premier temps, ce qui est très important, de s'améliorer dans son dessin, dans sa 3D, dans sa compréhension des enjeux et compagnie. C'est sûr que c'est plus facile de le faire en intégré quelque part, ou au moins ou dans une agence, mais avec quelqu'un qui va pouvoir amener les projets et te faire grandir, te superviser. Amener les gens d'une situation A à une situation B par la création d'un produit, le design et compagnie, mais il faut une compréhension plus globale. Après, comme je te disais, quand j'ai lancé l'agence, j'avais aucune de toutes ces connaissances-là. Et on a eu de la chance, on a bossé avec des assez rapidement, ce qui nous a permis de beaucoup apprendre, ce qui nous a amené sur un autre projet avec Zodiac Nautique, sur lequel on a testé vraiment cette méthode-là à notre manière, qui nous a à nouveau permis de beaucoup apprendre. Et de fil en aiguille, on a bossé avec Hermès, on a bossé avec Millet, on a bossé avec des boîtes chinoises, Vaporesso, Midea, et à chaque fois, en fait, de chaque expérience, on a fini par faire de moins en moins d'erreurs aussi, à gagner en maturité, et c'est là où on a pu guider de mieux en mieux nos clients au travers du process d'innovation produit. Comment est-ce que tu as réussi à fédérer une équipe autour de toi? Parce que comme tu dis, tu as été une agence, tu ne travailles pas tout seul. Et il y a plein de choses que tu ne Ouais. connaissais pas. Tu as dû demander de l'aide. Ouais, complètement. Typiquement, j'avais pas fait d'études de design industriel. Donc, mon premier recrutement, ça a été un designer industriel qui s'appelle Pierrick Pichot, qui a vraiment, sur tous les projets que vous voyez d'Outercraft, qui a dessiné la plupart. Et ensuite, j'ai renforcé le côté conception mécanique. Du coup, vraiment la partie ingénierie. Et après, il y a eu aussi des mouvements dans l'équipe. Et j'ai renforcé aussi le côté branding. On a bossé avec des externes. Puis j'ai pris du monde en interne. Et en fait, je pense que j'avais une vision pour cette agence, qui est toujours vivante aujourd'hui. Quelque chose qui m'anime aussi, de quelque chose que j'ai envie d'amener à l'industrie. Et j'espère avoir réussi à transmettre à toutes les personnes qui m'ont suivi et qui ont cru en ce projet et qui ont fait tout un bout de parcours de leur carrière avec moi. J'espère avoir réussi à transmettre ça. Je pense que ça fonctionnait assez bien. On avait une team soudée qui a bien performé sur beaucoup de projets, parce que c'est vrai qu'on a quand même en 8 ans des grosses références de projets et des beaux succès et aussi des galères et des gros échecs. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il y avait une énergie et que les gens étaient contents de croire en la même chose que moi. C'est ça qui est important aussi, c'est la vision, c'est pas juste les compétences. Quand tu recrutes ta team, il y a des gens qui sont peut-être très 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 forts et spécialisés dans une fonction, mais il faut qu'ils arrivent aussi à avoir un atome crochu avec eux, pour pouvoir justement avoir un parcours ensemble pendant parfois 2, 3, 4 ans, 5 ans. Et c'est ça. Et des fois ça n'a pas marché, des fois ça a très bien marché. Et puis des fois on a eu vraiment une vision commune avec certains membres de l'équipe pendant un certain temps, un certain nombre d'années. Et puis après les parcours
ont envie de prendre des directions différentes. Mm. À la fin, on est tous dans notre parcours personnel et notre carrière personnelle. Oui, Donc, oui, oui. l'idée, c'est de trouver des bouts de parcours où on a envie de les faire ensemble. Mm. Ta boîte, c'est que tu fais pas seulement le design, tu fais aussi, enfin, c'est ce que tu es holistique, c'est que tu fais le branding aussi. Tu fais, justement, je voyais une vidéo où Ouais. est-ce que vous parliez aussi de business model, comment est-ce que le produit va Ouais. être loué au lieu que les gens l'achètent, des Ouais. choses comme ça. Je trouve ça passionnant parce que c'est Ouais. des scénarios d'usage du produit, c'est pas juste un produit qui fonctionne. Et tu fais aussi le proto Ouais, aussi, je pense même que c'est un carrément, truc. ça, c'est vraiment Ouais. l'ensemble du projet. Ouais, pour moi, c'était un petit peu les ingrédients clés. En fait, j'ai toujours été hyper inspiré par les boîtes qui sont capables d'amener des choses nouvelles, hyper inspirantes sur le marché. Et ça, c'est toujours ce après quoi, enfin, j'ai couru et j'ai envie de comprendre comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut réussir à faire ça. Donc, c'est Ouais. toujours après ça que je cours. Et du coup, ça m'a amené d'abord sur le produit. Et une fois qu'on avait déjà bien poncé ce côté produit, je me suis vite rendu compte qu'en fait, pour avoir un super produit, si tu n'es pas bien porté par une marque qui raconte la même chose et qui n'a pas une vraie cohérence Ouais. en termes d'identité de message et compagnie, en fait, on était bloqué. On pouvait quand même pas amener les innovations qu'on voulait sur le marché ou on n'allait pas réussir à connecter avec notre audience. Le produit s'auto-suffisait pas. Et c'est là où on a commencé à faire des petits projets de marque. Alors au début, des tout petits projets. Et ensuite, on a eu ce projet avec DAB Motors qui a eu vraiment des super retombées. Donc, ça nous a beaucoup donné confiance en notre méthode. Et donc, on a continué ça. En fait, on a approché la marque de la même manière on approchait le design produit. La manière un peu Décathlon avec les panels utilisateurs et compagnie. D'accord. C'est là où on est rentré plutôt dans le côté émotionnel. Et ça s'est nourri entre la marque et le produit assez bien. Du coup, ce qui était très nouveau pour du branding. C'est assez peu fait de cette manière-là. Le branding, c'est pas culturellement, c'est pas comme ça que c'est mené, quoi. Et du coup, nous, on a vraiment fait ces tests. On a testé nos scénarios de marque avec les utilisateurs finaux et compagnie, et ce qui nous sortait à chaque fois de notre zone de confort. On a eu un gros projet avec Joinsteer. C'était une plateforme de vente de véhicules très haut de gamme. D'accord. Et du coup, on arrivait, mais sur un type de clientèle qui était pas nous du tout. Et du coup, on a réussi à comprendre c'était quoi qu'est-ce qui les inspirait, quels sont les gens, les personnalités, les marques qui les inspiraient et compagnie. Et du coup, on a repris des éléments de ça et on en a fait une nouvelle histoire qui nous semblait, nous, pertinente. Et on a testé plusieurs scénarios d'histoire et compagnie, mais une fois qu'on avait défini notre histoire, c'est là que c'est le fait de se forcer à devoir utiliser le code culturel de notre audience qui nous fait sortir de notre zone de confort. Ouais. Et qui fait qu'on peut vraiment amener des choses vraiment très nouvelles. Donc du coup, ouais, le prototypage, dans tous les cas, vu que j'étais artisan de base, c'est vraiment quelque chose que j'avais dans le mix produit qui me semblait important. Ouais. Et c'est surtout, en fait, le fait donner des conseils des entreprises, c'est une chose, mais pour quelle raison elle nous ferait confiance d'une certaine manière, quoi. Il y a l'expérience et compagnie, mais on n'a pas la science infuse. On ne peut pas savoir ce qui va plaire à un marché. En réalité, c'est impossible de savoir. Donc nous, le but, c'est réussir à livrer des preuves le plus souvent possible. C'est-à-dire que les premières preuves, ça va être preuve qu'il y a bien des gens qui correspondent à ce qu'on avait peut-être imaginé. Donc ça va être ce premier panel. Ensuite, on va développer des concepts, faire un peu des prototypes monstres. Et du coup, on va livrer des preuves que l'idée qu'on a peut ressembler à quelque chose ou est fonctionnelle, ou des choses comme ça. Et ensuite, on va livrer des preuves de l'intérêt de notre panel utilisateur pour les concepts qu'on a développés, lequel a le plus d'intérêt, lequel a le moins d'intérêt, comme ça on peut faire le tri avec ça. Ensuite, on va faire des prototypes plus avancés, des démonstrateurs fonctionnels et compagnie. Et donc ça, c'est encore à chaque fois une recherche de preuves, puis un lancement marché, en petite série et compagnie. Donc c'est vraiment, moi l'idée, c'est si on veut amener quelque chose d'assez radical sur le marché, de vraiment innovant, on est obligé de dérisquer tout au long du process. Oui. Parce que sinon, en fait, on va dérisquer d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on va le rendre de moins radical, moins innovant pour que tout le monde se sente un peu plus confiant. Nous, l'idée, c'est on le garde radical, mais par contre, on essaie de l'ajuster bien. D'être intransigeant sur ta vision de départ et essayer de minimiser justement tous les compromis, si possible, tout le long du chemin, en fait. C'est essayer d'être le plus fidèle et éviter, en fait, en effet. Et en fait, c'est pas forcément être intransigeant sur la vision de départ, parce que c'est surtout accepter de la faire évoluer, et par contre, de minimiser les compromis. Oui. Parce que le compromis, il perd de l'intensité. Ouais, c'est un peu pour faire si on plaisir, veut rester sur de l'intensité. Et c'est surtout que si le compromis, enfin, je veux dire, là, il est justifié par la peur, c'est ça le problème. S'il est justifié parce que l'utilisateur il n'accepte pas d'accord, parce que là, ça a du sens. Ouais. Mais si c'est juste parce qu'on a peur de quelque chose ou d'une préconception qui est peut-être pas prouvée, parce que mine de rien, la peur du client, elle est peut-être aussi autant non prouvée qu'une innovation que vous vouliez proposer. Les deux sont dans le flou, en fait. En absence de données, c'est forcément ça, et c'est totalement légitime parce que c'est quand même le client qui va payer son indus, qui va y aller à fond et qui prend largement plus de risques que nous, agences. Évidemment.
Mais c'est là, en fait, je me dis, c'est que la boîte, elle peut être justement à la fois être un peu les fesses entre deux chaises. C'est qu'il y a un minimum de risque, mais on va aussi innover et avoir le prochain big hit du produit que tout le monde va parler. Ouais, Et du coup, bah, ils ouais, sont un peu entre les deux et ça peut faire un truc un peu hybride ou monstre à la fin. Je sais pas. Ou ça peut même justement ouais, créer à l'agence du confus, parce qu'au final, vous voulez quoi? Ça peut être compliqué. Et ouais, ça c'est peut ça, faire un peu un effet girouette, j'imagine, du client qui peut être très exactement. inconfortable Ouais. pour le designer. Mais c'est peut-être là aussi où est-ce Ouais, que... et en fait, c'est la responsabilité du designer de réussir à guider le client dans ce Ah bah process-là. voilà, c'est ça. C'est là je me dis, c'est peut-être pour ça que, bah, d'après ce que tu me dis, c'est que c'est pour ça que tu as créé toute ce chemin, cette filière du Ouais, branding, du design jusqu'au prototype, pour ouais, mieux l'accompagner tout le long. Et ça lui permet ouais, justement c'est d'être ça. plus rassuré. C'est pas juste, Mm, tu leur dis pas, ne prenez pas de risques, tu leur dis, je vais vous montrer que c'est pas aussi risqué que ça en a l'air en fait, tout en exactement. étant innovant. Ouais, c'est ça. Et est-ce que dans la phase de prototypage, tu les montres au panel de clients tout le long aussi, ou tu vois juste Ouais, au départ? ouais. Donc, mais les panels de Non, non, clients, non, ouais, ils le vous panel, suivent tout le long? Ça se passe comment en fait? ouais, l'idée, c'est de sélectionner entre 10 et 20 personnes. On ne cherche pas à avoir forcément des tonnes de gens, mais des gens très très bien qualifiés. Ouais, On les sélectionne au début, on va les questionner au début avant de passer en phase de créa. Ensuite, on va faire nos phases de créa et après, on va leur présenter des, rarement des sketchs, plutôt des modèles 3D avec des rendus et compagnie. Le meilleur des cas, c'est on les fait carrément venir pour tester des prototypes, ça, avec ouais, Zodiac. Et comme ça, on a vraiment un super retour. On ne peut pas les questionner non plus 50 fois, au bout d'un moment, ils répondent plus. Mais vraiment, au moins, les questionner sur avant, ensuite, quand on a fait, qu'on a plusieurs pistes et qu'on a vraiment un output de créa, et on a besoin de challenger pour savoir qu'est-ce qui a de la valeur à leurs yeux, qu'est-ce qu'on a moins, ouais. et comment est-ce que ça pourrait être amélioré. Et une fois qu'on a ça, bah, après, on fait notre sauce et on va jusqu'au marché. Et le test suivant, c'est plutôt d'amener une pré-série sur le marché et de voir si ça se vend bien, si ça réagit bien, s'il y a du retour presse, s'il y a des choses comme ça. Ouais. Souvent, quand j'avais étudié du marketing à l'époque, avant de faire du design, c'était études de marché, Ouais, des choses comme ça. Je dis pas que ça sert à rien, hein, mais des questions ouais, par des QCM, c'est oui, non, peut-être, ou alors qu'en fait, il faut poser des questions ouvertes. On nous apprend à l'école, enfin à l'université, ouais, de faire des réponses faciles à répondre, comme ça, ils vont répondre à un maximum de questions. Alors, oui, par exemple, A, B ou C, ouais, alors qu'en fait, non, il vaut mieux avoir moins de questions, avoir des questions ouais. ouvertes pour qu'ils puissent justement les laisser s'exprimer et peut-être justement avancer des choses qu'on n'aurait même pas pu penser comme question. Et c'est là que Ouais, c'est exactement. hyper Mm. biaisé le côté business, c'est que on a envie d'avoir un maximum de data, mais qui au final, Ouais. avec les pourcentages, etc., ne sont peut-être pas aussi, je sais Ils sont pas, biaisés par le questionnaire. ouais, c'est biaisé, mais c'est pas savoureux en fait. Oui, non, peut-être, bah Ouais, d'accord. ouais, Alors qu'il y a tellement plus de subtilité entre ces oui, non, peut-être. ouais. Ça, Ouais, c'est ça. La partie qu'on adore le plus, c'est genre quelles sont les personnalités inspirantes pour vous, quelles sont les marques inspirantes. hmm, C'est trop bien parce que les gens, ils donnent ce qui leur vient en premier en tête, quoi. C'est là où on découvre leur univers. ouais, Et et après, on va pourquoi voir, on aussi. découvre plein de trucs. À chaque fois, on va voir les marques dont ils parlent qu'on connaît pas. On va voir tout ça. Mais est-ce que aussi dans le C'est, panel, moi je me souviens d'un exemple, bon c'est un peu farfetch, hein, mais dans le panel, est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber sur des fans par exemple d'un produit? Admettons tu fais un produit de Decathlon pour la mer et tu as dans le panel un super fan de la mer et dès que tu vas proposer un truc qui va être un peu innovant, il risque de rejeter. Par exemple, Alors ça, ouais, si, si, c'est vrai. et Mm. ça peut être un problème aussi, Là, parce je que si bosse. ton panel rejette aussi l'innovation, comme tu me disais, quand Ouais, toi-même justement, tu faisais du surf et c'était très justement traditionnel et qui rejetait pas mal de choses ouais, nouvelles parce ouais, qu'ils avaient beaucoup de respect pour ce qui se faisait déjà, ouais. ça peut être un frein. Il faut aussi avoir un peu de recul aussi pour essayer de voir d'où vient ce profil. Et d'où les questions ouvertes, ça peut permettre aussi probablement de déterminer ça. Ouais, en fait, tu vois, on avait vraiment ces discussions-là. Je bosse avec Dacia et Renault sur des sujets d'inno. Et on a vraiment cette question. Et en fait, moi, alors, vraiment, la manière dont je les amène, c'est, OK, on a une typologie de produits qu'on est en train de développer. Quelles sont les personnes qui seraient le plus à même d'être les premières à l'adopter? Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher des early adopters pour cette typologie de produit. Et du coup, on peut se dire, bon, bah, c'est peut-être des personnes qui ont déjà acheté ci ou ça, ou qui utilisent comme ci, comme ça. On se trouve quelques critères qui sont un peu théoriques. Et du coup, on part sur un recrutement sur la base de deux, trois critères. On ferme pas trop, toi, parce que l'idée, c'est pas de créer un persona, de trouver des personnes qui collent au persona, mais c'est de donner deux, trois critères, trouver des personnes qui répondent à ça, et ensuite découvrir qui sont ces personnes pour pouvoir ensuite éventuellement faire un persona. C'est un peu prendre le projet dans l'autre sens. Et du coup,
c'est vraiment, on a une première partie dans le premier questionnaire qui est la qualification de ces personnes-là, pour s'assurer qu'en effet, elles correspondent bien aux critères et qu'elles ont le potentiel à être des early adopters de notre typologie de produit. Quand on reprend DAB Motors, par exemple, on s'était dit, ça doit être principalement des hommes qui vivent dans des grandes villes, grandes capitales, un peu les key cities. On avait quelques pays cibles et on voulait qu'ils aient une grosse affinité pour la mode et la tech. Parce qu'on considérait, et on ne cherchait pas à ce que ce soit des motards ni rien, mais on considérait qu'avec ces critères-là, on avait quand même pas mal de chance. Et du coup, on a construit là-dessus, on a appris qui étaient ces personnes, on a sorti du panel tous ceux qui ne correspondaient pas, et ensuite on a bossé et ça a bien fonctionné. Donc c'est vraiment ça, quoi. C'est pas, l'idée, c'est surtout pas. Après, on tombe dans le truc du design thinking un peu de base, quoi, où tu prends tout le monde, toute ton audience, et tu essaies de leur demander ce qu'ils veulent, et en fait, vu que c'est pas des early adopters, ils sont pas sur l'innovation, et du coup, ta solution va être moyennée, un peu fade, quoi, à la fin. Mais le early adopter, si tu prends ce coup d'avance, ouais. Les innovateurs et les early adopters, en fait, comme tu parlais de statut auparavant, c'est qu'ils aiment ce statut d'être early adopters aussi. C'est qu'une fois leur innovation, c'est pas, ils sont pas amoureux de leur produit à vie. Je veux dire, une fois que l'innovation qu'ils sont utilisée, il est dans la main du mainstream. C'est dans le camp d'après. Eux, ils vont, tiens, je vous laisse le bébé, et puis moi, je vais aller chercher la prochaine innovation. C'est ça. C'est exactement pour ça qu'on a besoin constamment de créer des nouveaux produits. Ouais, tant mieux. Ça rend justement la vie beaucoup plus belle, en fait. Parce que c'est de créer des surprises. Et ces gens-là, ils ont peut-être besoin de ça. Alors que la majorité, eux, ils ont peut-être besoin justement de plus de stabilité et avoir un produit où ils vont aimer pendant 10 ans. Il y a un côté affectueux par rapport à leur produit. Il y a des gens, ils ont leur iPhone. Ils sont amoureux de leur iPhone, mais après combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Et je pense que c'est peut-être que là où Apple ils sont forts, c'est de réussir à leur faire aimer le prochain iPhone. C'est que... mais tu vois, par exemple, là, moi je suis encore 100% Apple, mais ça commence un peu à me gonfler, tu vois. Parce que c'est tellement passé dans le mainstream que j'y vois plus autant le symbole statutaire qu'avant. C'est marrant, hein. Et si je pouvais passer sur Nothing, je suis un peu bloqué parce qu'il n'y a pas une suite complète. Hein. Si je pouvais passer sur Nothing, je serais plus fier. Et là, aujourd'hui, je roule avec une Cake, là, les petites motos électriques. Et ça me va très bien parce que ça a toujours l'air d'un ovni. Mais si demain, tout le monde roule avec ça, très probablement, je chercherai quelque chose qui a plus l'air d'un ovni. Parce que c'est comme ça que j'ai envie d'être perçu. Mais est-ce que c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et que je veux raconter aux autres. Est-ce que tu penses que tu es un rebelle dans l'âme? Est-ce que tu penses qu'un designer doit être rebelle pour réussir? En fait, je pense qu'il y a pas mal de positionnements pour le designer. Je pense pas forcément. Parce que ça dépend dans quel cas il se situe. Tu vois. Moi, c'est l'innovation qui m'attire dans le design industriel. Mais il y a beaucoup de gens, c'est pas l'innovation. Ça peut être la beauté, ça peut être plein de choses. Au contraire, quelque chose qui plaît à un maximum de gens ou avec une grosse empathie pour la majorité. Et du coup, je pense qu'il faut trouver sa place. Il y a plein de places à trouver. D'accord. Donc c'est ça qui est à chacun de trouver celle qui lui colle. Donc tu peux être designer sans forcément être à la recherche, à la chasse de l'innovation. C'est ça que tu veux dire? Tu peux être un très bon designer sans chercher une innovation de rupture ou quelque chose qui va changer le monde, quoi. Ouais, je pense. Complètement. Ça dépend des personnalités. Je pense qu'il faut être juste honnête et ça va être sûr qu'on est bien à sa place. D'accord. On peut avoir plein de valeurs vraiment géniales qui impliquent de créer des produits. Moi, mon truc, c'est l'inno. Mais il y a plein d'autres choses qui justifient de créer des produits et il faut des designers pour ça. Et ça peut être de manière très traditionnelle. Ça peut être justement être dans quelque chose de très corps. J'en sais rien, le design automobile ou de montre et perdurer une tradition tout en cherchant à faire évoluer gentiment. Et c'est pas pour autant qu'un designer est meilleur qu'un autre. C'est juste qu'il y a des valeurs qui sont différentes. Non. Et plus important, c'est l'épanouissement dans, justement, comme tu dis, l'histoire que la personne se raconte. C'est que s'il y a un designer qui se sent d'une telle façon et qui suit son histoire sans être influencé par d'autres schémas de succès, on va dire. Que c'est un peu comme... C'est bête, hein, mais c'est un peu comme on dit il faut que tu deviennes docteur, mon fils, il faut que tu deviennes ingénieur, etc. Ça peut aussi être fait à l'échelle du designer. Il faut que tu sois designer pour un tel ou un tel pour les grandes marques, alors qu'en fait, non, c'est pas forcément ça qui va rendre le designer. Mais en plus, je pense que ton exemple est très bon. C'est vraiment, puis dans l'industrie créative, on va vite avoir tendance à ça, à se comparer, à regarder, à se dire, attends, lui, il réussit mieux. Il bosse comme ci, comme ça, je vais faire la même chose pour réussir comme lui. Mais en fait, ça ne marchera pas parce que si cette personne fait comme ci, comme ça et réussit mieux, c'est parce que ça lui colle et que c'est ce qui l'anime et ce qui l'a fait vraiment vibrer. Et du coup, ça se ressent cette énergie. Et si tu vas dans la direction de quelque chose qui marche pour un autre, ça ne te fera pas vibrer de la même manière. Donc du coup, ça ne sera jamais aussi efficace. Par contre, si tu réussis à trouver ce qui te fait vibrer toi,
Ouais. et que tu l'investis vraiment à fond, là, les gens vont le percevoir. Mais c'est dur, hein. C'est aussi accepter d'être tout seul dans son parcours et de prendre des risques à la même manière qu'on demande à nos clients d'en prendre. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses pour un étudiant, enfin, donner un conseil à un étudiant qui voudrait suivre un parcours de créer son propre studio? Les 3 qualités qu'il devrait Ouais. avoir. Alors, qu'est-ce qui... Bah, faut qu'il soit entrepreneur. Hmm. Faut que ce soit ça, vraiment son truc, qu'il aime aussi la partie business, Ouais, parce qu'il y a une grosse partie qui est de ça. Et ça c'est très culturel aussi selon les pays. ouais, On compte beaucoup d'Américains, je vois que le business est beaucoup plus intégré à la créa. ouais. Là où en France, par exemple, c'est un petit peu un gros mot, le business dans les milieux créa. Mm. Et donc ça, c'est vraiment hyper intéressant, hyper important. Et pour vraiment créer un studio, on parle vraiment d'un studio, ben, je pense qu'il faut une certaine maturité aussi, quoi. Mm. Enfin, il y a toute une première phase d'apprentissage Ouais. et accepter de monter les échelons petit à petit, quoi. Mm. Et il faut vraiment apprendre en fait, il faut apprendre du client. Je pense Ouais. que c'est vraiment un état d'esprit dans ce sens-là, quoi. Il faut apprendre du client parce que le client, il est peut-être pas d'accord avec toi, mais il est brillant, il a réussi à construire son entreprise, il a fait des choses que toi, tu n'as pas fait. Et, euh, et dans tous les cas, tant que tu réponds pas à un besoin du client, tu peux avoir la meilleure opinion sur tout. Ouais. La seule valeur que ça, c'est dans les yeux du client. Ouais, c'est vrai. Donc 3 qualités, ouais, je dirais entrepreneur. J'avais dit quoi ensuite? Alors, bah, c'est le fait d'écouter son client et d'être resté. Ouais, Je pense que entrepreneur, ça parle écouter de son client et résilience. puis avoir ce côté business en plus de la créa, quoi. Ouais. Moi, il me semblait que c'est que pour les freelances, l'une des difficultés qu'ils ont, c'est de trouver des clients. Par exemple, pour le problème d'être tout seul, c'est que quand ils travaillent, ils ont un projet, bon, ils font leur projet, après ils sont facturés, Ouais. et après il faut qu'ils trouvent des clients. Et pendant qu'ils trouvent des clients, bah, ils n'ont Ouais. pas de temps pour travailler, enfin ils travaillent pas, tout ça, totalement, c'est une sorte d'intermittence. Ouais. Et Alors là, pour le coup, je vais pas dire que j'ai hacké le système parce que avec l'agence, on a toujours le même problème. On prenait des rushs de ouf. Et après, on avait des creux ultra stressants. Et au final aussi, le marché a été très compliqué ces derniers temps, ce qui fait que j'ai été contraint de fermer le studio et du coup de refaire un nouveau studio avec du coup pas une équipe en interne, mais du coup de rebosser avec des freelances pour plus de flexibilité. Donc du coup, je peux pas dire que j'ai hacké le système. Je pense que le plus important quand on est freelance, c'est sur les temps où en effet on a des bons projets, de réussir à ne pas arrêter de communiquer, d'aller chercher, même si on a beaucoup de travail, ouais. de se mettre cette rigueur-là. Faut aussi être suffisamment rentable quand on est sur des projets pour que ça puisse financer les autres projets Mhm. et de pouvoir bosser sur des projets perso, sur sa propre R&D d'une certaine manière Ouais. entre les deux, pour pouvoir aussi activer ça. Et puis après, je pense que le plus important et qu'il y a beaucoup de freelances qui ont pas vraiment fait ce travail, c'est quelle est ma valeur pour le client, quel problème est-ce que je résous et compagnie. Et ça c'est si on se base juste sur les compétences techniques, il y a beaucoup de monde et on est hyper remplaçable. Si on a une valeur un petit peu au-delà et qu'on a une meilleure compréhension des enjeux du client, Ouais. on est capable d'accompagner sur une valeur supérieure, du coup ça fait quand même une grosse différence. Une bonne relation d'un projet qui se passe bien, ça revient pas forcément en design produit, forcément la récurrence elle est un petit peu étendue et tirée dans le temps parce que une fois qu'on a fait un produit, le temps d'industrialiser, de l'amener sur le marché, d'avoir des résultats et compagnie, Je comprends. il va bien se passer 5 ans avant qu'on commence à se dire allez hop, on repart sur Bon, un autre. c'était bien, allez, on travaille ensemble 5 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de freelances qui créent des relations très fortes avec leurs clients et qui du coup finissent par se faire embaucher par le client. Ouais. J'ai entendu régulièrement ce type Et d'histoire. toi, ce que tu recherches, c'est la liberté du choix de projet aussi. Parce que qu'est-ce qui fait que toi, tu voulais pas Ouais. justement travailler d'être d'être intégré dans une boîte? Qu'est-ce qui fait que J'ai ta propre besoin d'une certaine aventure? intensité de projet. Ouais, d'une intensité de projet, tu vois, de beaucoup de projets différents régulièrement dans des domaines très différents qui me sollicitent beaucoup intellectuellement. Ouais, C'est ce que vraiment je vais chercher, quoi. Quand tu es en agence, tu vas moins au bout, c'est-à-dire que tu fais moins de projets déjà qui sont industrialisés, tu fais beaucoup de phases amont, conceptualisation et compagnie, surtout sur le volet innovation. Mais tu es constamment dans l'apprentissage et tu es constamment très sollicité, mais tu as un rythme de travail très élevé. Et du coup, je vois aussi avec les juniors qu'on a pu avoir à l'agence, des fois ça correspondait, des fois ça correspondait pas. Et on a eu des designers du coup qui sont pas restés chez nous parce que le rythme était trop intense. Et après, ils ont trouvé des postes en intégré et c'est des excellents designers. Et du coup, ça se passe beaucoup mieux pour eux parce que le rythme est différent. Tu vas amener plus de projets jusqu'au bout.
Tu vas être vraiment devenir expert en fait de ton domaine plutôt que d'être en effet ce touriste hyper sollicité qui peut répondre à plein de choses différentes et qui est là constamment pour faire de la croisée de connaissances, quoi. Donc je pense que intégrer ou agence, je pense que c'est vraiment quelque chose d'une personnalité. Et ouais, si vraiment t'aimes et t'es à l'aise avec l'hyper sollicitation, les rythmes très décousus, et puis la multitude de projets dans des univers différents à devoir traiter, Tu, bah ouais, je pense que l'agence, c'est le sujet, quoi. L'agence, un peu, c'est un côté, il y a un peu, c'est un peu volontairement, tu crées un format où est-ce que tu as voulu rechercher un peu un format de chaos, un peu, tu sais, tu maîtrises pas tout. Il y a plein de Ouais, choses il y a un peu qui de peuvent ça. arriver à tout Ouais, moment. Ton client, tu sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Demain, tu sais pas sur quel projet tu vas avoir, ou je sais pas, ou même exactement. la deadline, peut-être qu'elle a été prévue pour un tel, mais il va se passer quelque chose qui fait que bon, bah, ça va changer. Je Ouais, pense que c'est ouais, ça qui ouais, plaît en clairement. fait. C'est ça. Il faut pas que tout Ouais, soit je pense que bien c'est ça qui me plaît, hein. huilé, quoi. Alors qu'une grande agence, ça va probablement peut-être chercher des KPI, ça va chercher des deadlines qui sont toujours les mêmes pour chaque saison. Alors que toi, au fait, non, il y a Ouais, pas de saison. C'est à chaque fois, tu as un projet différent, il y a une durée différente, il y a même une demande du client. Le client a une ouais, personnalité différente. Tous les paramètres, c'est ouais. un peu comme si tu avais une boîte avec des dés et tu les lançais à chaque fois. Sauf que tu sais Ouais, mieux c'est un peu les ça. C'est un appréhender à peu chaque comme, fois. je pense que vu que je surfe depuis que je suis petit, il y a peut-être un genre de parallèle à faire avec ça, où tu vas Avec les surfer, vagues. tu te lèves tôt, tu sais pas si ça va être bien. Ouais, Mmh. tu te mets plein de sessions pourries très régulièrement, mais tu réussis quand même à en faire quelque chose. Et de temps en temps, tu as des sessions incroyables et t'as tellement galéré avant que ça décuple Ouais. la joie. Et en Tu plus, vois, les vagues, tu sais c'est un pas peu quand elles vont arriver, tu l'attends parfois. des gros bas et des gros hauts, quoi. Tu vois. Ouais. Ouais, Et c'est ça qui fait qu'en fait, rien n'est c'est ce pic prévisible. d'adrénaline que tu recherches, en fait. C'est ça. Ouais. Oui, je pense que c'est clairement ça. Il y a ce côté pic d'adrénaline. Euh, Ouais. Plus tu te les batailler, plus l'intensité du plaisir, de la réussite ou quoi, euh, est fort. il y a un esprit sportif dans ce que tu fais, en fait. Le fait, si, il y a l'esprit Ouais, en créatif fait, pour le ouais, business, mais en fait, au final, il y a un esprit sportif de compétition qui fait que tu as envie de te dépasser. Bon, alors, il y a le parcours, ouais. il va être comme ça. Enfin, on envisionne, on envisionne le parcours comme on Ouais. y va, On a un parce que objectif et après, il faut tout donner ouais, pour. voilà. Et puis on s'adapte au fur et à mesure, quoi. Je pense que c'est pas un hasard si la plupart des projets qu'on a pu faire, c'était dans le sport et la mobilité. C'est Ouais. qu'on est toujours autour du mouvement, quoi. Ouais. On est toujours autour du dynamisme, autour de ça, quoi. Je pense que j'aime les projets qui mettent les gens en mouvement parce que c'est aussi quelque chose qui me ressemble, quoi. Ouais. Merci beaucoup à toi et bravo de continuer à faire, à partager, à mettre les gens en lien, à former les gens aussi. Parce que du coup, je suis aussi retourné voir sur tous les tutos, les tricks de sketch, les choses comme ça. Et je trouve que c'est hyper important. C'est des ressources qui ont beaucoup de valeur. Donc. Ouais. Et merci beaucoup à toi. Et Et puis au plaisir de continuer les bah discussions ouais, carrément. sur Bah, tout un tas de on sujets. reste Ouais. en... Et je t'avoue que ça me fait bizarre de parler en français en parlant de design. Parce que tout le temps, quand je parle bah, de mes Ouais. trucs, tu vois, c'est en anglais tout le temps, tout le temps. Et là, je te parle en Ouais, français, ouais, ça ouais, va je me faire comprends. un peu bizarre. Mais